Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire La Rochelle Technopole. Aujourd'hui, effectivement, nous accueillons deux experts en management. Arnaud Barillet de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et Rebecca, je me rappelle même plus, Tulitz de l'entreprise Simagile, parce que depuis le départ, on se dit Arnaud et Rebecca, donc du coup, les noms, c'est compliqué. Et donc là, on va un peu vous essayer de partager avec vous des différents constats qui ont été, que l'on a pu voir pendant le confinement et également vous donner un peu de méthodo d'outils pour savoir comment gérer tout cela aujourd'hui et l'impact sur le management de demain. Donc, de toute façon, je vais laisser la parole à nos deux experts qui vont effectivement, on va vous faire une présentation un peu en trois parties, hier, aujourd'hui, demain. Hier, c'est un peu le retour sur cette période de confinement et les constats qui ont pu être faits à cette occasion. Messieurs, mesdames, Arnaud et Rebecca, je vous laisse la main là pour hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Merci beaucoup Isabelle. Peut-être avant de démarrer, on va peut-être se présenter. Rebecca, je te laisse inaugurer. L'honneur aux dames, comme on dit. Bonjour à tous. Voilà, donc du coup, moi je suis donc fondatrice du cabinet Simagile, donc c'est du conseil en ingénierie du management. Pour me présenter rapidement, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, notamment les entreprises électriques et gazières sur des postes d'encadrement. J'ai managé des petites, des très grosses équipes en multi-sites, en site unique. Et j'ai mené pas mal de projets de transformation à fort enjeu. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de créer Simagile pour aider les PME à améliorer leur performance interne et pour les aider aussi à adapter leur organisation aux enjeux de demain. Donc, voilà, je suis experte en amélioration continue en ligne et en GPEC. Donc, du coup, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes du diagnostic jusqu'à la mise en œuvre des actions d'amélioration. Voilà, je te laisse la parole. Et donc Arnaud Barillet, moi je suis chargé de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, donc association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, et j'interviens plutôt sur les questions de management, de qualité de vie au travail, et puis surtout de voir comment on peut concilier les enjeux de performance des entreprises avec les enjeux de qualité de vie au travail ou de bonnes conditions de travail. Voilà pour l'introduction. Peut-être, comme l'évoquait Isabelle, regarder un rapide coup d'œil dans le rétroviseur pour voir, tirer les enseignements de ce qui a pu se passer pendant cette période de confinement, notamment sur les questions de management, et puis quel est un peu l'état des troupes à l'issue de cette période. Donc, si on essaye d'avoir un regard un petit peu macro sur la situation, alors peut-être pas forcément, on va peut-être pas détailler ce qui s'est passé à l'échelle mondiale, mais si on regarde quelles ont été les situations des Français pendant cette période de confinement, à la louche, on peut dire que ils sont répartis en trois tiers à peu près égaux. Donc un tiers de salariés qui ont continué, qui ont maintenu une activité sur le lieu de travail, un tiers qui ont basculé en télétravail, et puis un tiers qui ont été sans activité. Alors bien sûr, cette situation a largement évolué entre le début et puis la fin du confinement. Là encore, on est sur d'autres répartitions, mais voilà, on est à peu près sur ces enjeux-là. Si on fait un petit zoom sur la partie télétravail,
On voit qu'on n'est pas les derniers, mais on est loin d'être les premiers non plus à l'échelle européenne ou mondiale à s'être mis sur cette modalité de travail. Des pays comme l'Espagne, où on a eu quand même une bonne partie des salariés qui sont passés en télétravail. Alors, comment les salariés, les actifs ont vécu ces différentes situations? On y reviendra sur comment le manager ou le management peut traiter cette diversité. Ce qu'on peut dire, c'est que la situation n'a été simple pour personne, avec différentes formes de difficultés. Donc, pour ceux qui ont été en arrêt ou sans activité, des difficultés qui auront plus trait au sentiment d'inutilité, peut-être aussi la peur de perdre son emploi, des choses autour de l'ennui. Pour ceux qui ont été en télétravail, on va être sur d'autres problématiques, on y reviendra probablement. Et puis ceux qui ont maintenu une activité sur site, ben évidemment la crainte de pouvoir être contaminé, et puis des difficultés aussi en termes de charge de travail. Sur ce qui est du télétravail, en tout cas, on voit que la situation se divise en trois catégories. On a des salariés plutôt âgés, hein, on va dire au-delà de 50 ans, qui ont plutôt pas trop mal vécu la situation, parce que les enfants sont grands, ont quitté le foyer, parce que la maison est assez grande, et puis, ma foi, on a une bonne maîtrise des outils technologiques. Donc pour cette tranche d'âge-là, c'était peut-être moins compliqué que pour d'autres. On pense notamment aux salariés qui ont entre 20 et 30 ans, pour qui ça a été compliqué parce que des petits logements, et puis des logements qui sont habités souvent seuls. Donc le manque de contact a été assez fort et assez difficile à vivre. Et puis en premier lieu, on a la population on va dire 30-45 ans, avec des enfants à gérer, et donc pour eux une situation extrêmement compliquée à gérer, et notamment pour les femmes, voilà, avec l'obligation aussi de gérer plus de tâches domestiques que ces messieurs. Donc voilà un petit peu un état de la situation ou de la population telle qu'elle a pu vivre le confinement. Ça nous donne malgré tout des impacts dont il faut tenir compte quand on est manager, parce que c'est des choses qui peuvent ensuite s'enquister. Donc on a 44% des salariés français qui sont considérés eux-mêmes en situation de détresse psychologique, et on vient de le voir, des choses qui sont maximisées ou plus élevées, notamment pour les personnes en couple ou avec un enfant. Donc par rapport à une activité de télétravail notamment. Donc une situation facile pour personne. Comment ça interpelle le management? Ben, c'est peut-être de voilà, essayer de comprendre, ou au moins d'avoir des repères sur ce qu'ont pu vivre les différentes personnes lors de cette période, sachant que c'est des situations différentes. Alors, comment fait-on avec ces constats d'hier? On a un certain nombre d'études, je pense notamment sur le confinement, et puis les impacts psychologiques du confinement, notamment sur ce qu'on a pu observer à Singapour lors du SRAS. On s'aperçoit que les effets en eux-mêmes d'un confinement, les impacts psychologiques, ne durent pas sur un temps extrêmement long. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les choses qui auraient été maltraitées d'un point de vue organisationnel ou managérial, les rancœurs, etc., on le voit déjà avec la reprise, avec des choses entendues du type bah, pendant que tu étais bien au chaud chez toi, moi j'étais en activité, des choses comme ça. Donc ces choses qui ne sont pas traitées ou qui n'ont pas été traitées
sont des éléments qui sont susceptibles de cristalliser ou qui cristallisent déjà un certain nombre de tensions, et notamment sur le fonctionnement collectif des équipes. Donc, et ça génère des tensions directement dans l'activité du manager. Si on reprend l'exemple de certains secteurs où voilà, il y a la question de la prime qui est affichée, pour le manager, c'est comment je gère, comment je traite cette prime. Une prime à la souffrance, alors est-ce que c'est une compétition de qui a le plus souffert, sachant qu'on a vu que tout le monde avait potentiellement laissé des plumes dans l'affaire. Donc après, ce qui joue, ce sont vraiment des questions d'équité et aussi des questions de reconnaissance des efforts et du vécu pendant cette crise. Alors qui peuvent être, on le verra dans les prochaines parties de ce webinaire, qui peuvent être des opportunités aussi pour re-questionner ou réinventer le management. Voilà en tout cas pour l'état de la situation sur ce versant-là. Après, je laisserai Rebecca poursuivre sur voilà, comment on peut s'emparer de ces enjeux. Alors effectivement, comme tu l'as très bien souligné, il y a effectivement, on est tous passés par des émotions assez similaires, des émotions fortes. Vous connaissez cette courbe, c'est une courbe du changement qui est notamment basée sur la courbe de deuil qui a été décrite par Elisabeth Kubler-Ross. Effectivement, tous, vous, moi, vos collaborateurs, on est passé par ces phases. Et en fait, ces émotions, et il y a aussi eu en fin de compte une prise de conscience collective, une peur collective, une tristesse collective, mais aussi des valeurs qui ont été développées, des valeurs d'entraide, des valeurs de coopération, de solidarité. Et aujourd'hui, effectivement, ça peut être une vraie opportunité, une opportunité assez exceptionnelle parce que de notre génération, personne n'est passé par une crise qui soit aussi commune et partagée par tous. Et en plus internationale. Et donc, du coup, ça peut être une opportunité vraiment de créer un terrain d'action, un champ d'action commun pour effectivement redessiner collectivement un peu l'entreprise, les modes de fonctionnement de demain. Alors, justement, on voulait vous proposer quelques pistes de réflexion sur comment déjà un peu créer ce terrain d'action commun et ensuite pour pouvoir être peut-être plus performant et pour pouvoir aussi être plus à l'écoute. Donc, il y a vraiment un travail d'écoute aujourd'hui envers les personnes, mais je le redis, toutes les étapes. Alors, comme l'a souligné aussi Arnaud, c'est vrai qu'il y a avant, on était passé sur un télétravail qui était subi. Aujourd'hui, il va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on poursuit, qui poursuit, et avec aussi cette problématique un peu de col bleu, col blanc. Et c'est pourquoi cette réflexion commune peut être intéressante pour la suite. Alors ça, c'est ce qui s'est passé hier, effectivement. Mais aujourd'hui, on est au moment de la reprise, au moment où potentiellement, effectivement, les gens qui étaient en télétravail reviennent dans les locaux d'activité, mais pas tous et pas en même temps. Donc, je suppose qu'il y a vraiment des outils, une méthodologie, des choses à faire aujourd'hui pour un peu rassembler les gens qui sont peut-être restés encore en chômage partiel, ceux qui sont en télétravail ou qui sont revenus. Voilà, quels sont pour le coup la to-do list pour aujourd'hui et pour gérer cette reprise. Aujourd'hui, la situation, on commence à avoir une vision un petit peu claire de la situation. Ce qu'on perçoit, nous, de notre fenêtre, en tout cas intervenant sur les conditions de travail, c'est que, alors, c'est une vision peut-être empirique, il faut voir comment ça se confirme par la suite, mais c'est
que, a priori, les entreprises qui s'étaient déjà engagées sur des logiques managériales un peu innovantes, les entreprises qui s'étaient emparées des enjeux de QVT, de qualité de vie au travail, semblent aujourd'hui un peu mieux s'en sortir que d'autres pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on reviendra. Néanmoins, cette question de la reprise, on le voit dès aujourd'hui. J'étais en relation avec des managers ce matin de collectivités territoriales. On commence à avoir les premiers accidents de travail liés au fait de vouloir un peu rattraper le temps perdu pendant qu'on a été éloigné de l'activité. Donc, vouloir faire vite, vouloir faire très bien, vouloir faire aussi sans certains collègues. Donc, voilà, il y a des enjeux d'accélération de l'activité de travail. Et on arrive malgré tout à quelques risques d'accident du travail, et puis aussi à gérer un certain nombre de tensions sur les diverses situations que les uns et les autres ont pu vivre pendant la crise et qui les ont peut-être conduits, pas forcément par choix, hein, moins s'impliquer que d'autres collègues dans l'activité. Alors, j'évoquais la question des enjeux de qualité de vie au travail. Alors, pourquoi les entreprises qui s'étaient engagées dans cette logique ou dans ces logiques ou dans ces dynamiques de qualité de vie au travail s'en sortent pas trop mal? On peut reprendre les enjeux principaux de la qualité de vie au travail, en tout cas du point de vue de l'action, qui sont le principe de l'expérimentation, le principe de la discussion ou de la co-construction de l'organisation du travail, et puis des choses aussi autour du management. Donc si on regarde du côté de l'expérimentation, on voit que les entreprises qui étaient déjà habituées à travailler en mode expérimentation, c'est-à-dire que si on a un projet d'évolution en interne, d'organisation ou un nouveau projet, ben, on l'expérimente, on voit si ça marche pas, mais on se met un peu moins la pression et on s'autorise le droit à l'erreur ou le droit à l'échec. Donc ces entreprises avaient déjà développé une capacité à s'adapter, à proposer des choses et à ce que l'organisation du travail ne soit pas quelque chose de figé, mais quelque chose qu'on peut faire évoluer au fil du temps et puis à modifier si ça ne marche pas. Donc il y a une forme de plasticité ou de capacité d'agilité dans ces entreprises qui s'est créée, qui a beaucoup servi pendant cette phase de crise pour repenser différemment l'activité. Donc ça, c'était le premier point. Sur un deuxième point, autour des espaces de discussion, on voit que les entreprises qui étaient rompues à mettre en débat l'organisation, le fonctionnement, ont pu prolonger ces dynamiques pendant la crise. Alors peut-être en adaptant les outils, hein, et on voit bien que les managers là ont été en première ligne pour développer de nouveaux canaux de communication, hein, avec des salariés en télétravail, d'autres sur site, d'autres en arrêt, etc. Donc, on a eu une recrudescence d'innovation managériale assez importante pour justement maintenir cette discussion permanente autour de comment on travaille ensemble. Et puis, dernier point qui fait partie des piliers, je dirais, de la qualité de vie au travail, c'est la question du management et notamment du management des situations individuelles. On voit que les entreprises qui avaient déjà des habitudes de prise en compte des situations individuelles ont eu pendant la crise une longueur d'avance sur la possibilité de traiter différemment ou d'organiser différemment les activités des uns et des autres. On reviendra un petit peu sur ces aspects de management de l'activité. Alors, voilà un petit peu aujourd'hui ce qu'on a pu observer par rapport aux entreprises qui se sont engagées dans le bilan de la crise ou de la situation.
ça inspire aussi d'autres réflexions, puis qui sont confirmées par des sondages. Donc, on peut évoquer celui de Odoxa. Hein. On voit que la période a été propice à engager des réflexions qui vont venir directement percuter l'activité managériale ou qui vont nécessiter une adaptation. Par exemple, les salariés, pendant cette période de confinement, veulent mettre aujourd'hui sur la table la question de l'équilibre vie pro, vie perso, et mettre ça en débat avec leur employeur. Ils veulent aussi repenser les priorités par rapport à leur activité, et puis peut-être re-questionner sur qu'est-ce qui fait sens ou pas dans mon activité de travail aujourd'hui. Donc on voit que la situation aujourd'hui, c'est une crise qui a généré des questionnements qui sont là directement à traiter au niveau organisationnel ou managérial. Alors, on peut faire le choix de ne pas les voir ou ne pas les entendre. Ça me paraît assez difficile. Et je pense que du coup, demain, on verra peut-être deux catégories d'entreprises ou de managers. C'est celles et ceux qui ont su prendre à bras le corps ces nouveaux questionnements, ou on va dire ces questionnements qui ont été exacerbés. Et puis peut-être les autres qui auront raté ce coche. Ce qui donne peut-être à réfléchir par rapport à comment on va s'emparer de tout ça demain, c'est malgré tout des écarts assez importants. On voit qu'il y a un gap qu'il va falloir combler, parce que quand on pose la question aux salariés, c'est est-ce que vous voulez travailler plus régulièrement en télétravail? C'est presque 90% des salariés qui disent oui. Par contre, il n'y a que 26% des employeurs qui disent oui. Donc là, on va voir que, on voit d'ores et déjà qu'il y a un gap à combler sur comment on remet tout ça en discussion au niveau de l'organisation du travail, le télétravail n'étant qu'une modalité parmi d'autres du travail. Alors, très rapidement, quelques repères sur comment j'organise la suite. Des choses assez simples, faire le point sur le ressenti lié à la période, avec peut-être les repères et le cadre qu'on a vu, à savoir que ça a été simple pour personne. Faire le point sur les succès et les missions empêchées. Aborder les éventuelles tensions qu'il y a eu pendant et qu'il y a encore aujourd'hui. Et puis voir comment on peut demain essayer de travailler ou de s'organiser un peu différemment. Et puis de voir quelles ont pu être les contraintes et ou les bénéfices en termes de conditions de travail. Je m'arrêterai là et puis je laisserai Rebecca prolonger le propos. Alors effectivement, comme tu l'as très bien dit, il y a effectivement des divergences entre l'appréciation des collaborateurs et peut-être les intentions et les appréciations des dirigeants. Il y a effectivement une compréhension mutuelle. Donc, je reviens sur ce principe de terrain d'entente qu'il va falloir effectivement constituer pour pouvoir aller de l'avant. Et j'ai envie de dire parce que du coup, ces divergences, elles sont très intéressantes et je pense qu'elles méritent d'être comprises et d'être challengées. Parce qu'en fait, finalement, j'ai envie de vous proposer plutôt quelques postulats qui sont intéressants d'avoir, je pense, en arrière-fond. C'est qu'à un moment donné, la qualité de vos produits et des services dépendent de la qualité de ce fonctionnement interne et de ce management qu'on va réussir à mettre en place. Comme on le disait, aujourd'hui, les collaborateurs, mais vous aussi, clairement, vous êtes posé des questions pendant cette phase de confinement. Et ça interroge des leviers, les aspirations de motivation. Quand on parle d'équilibre vie pro, vie perso, c'est par exemple une des aspirations de motivation d'une partie de nos collaborateurs. Mais il y a aussi ces leviers de motivation, c'est ce qui va faire aussi qu'aujourd'hui, le fonctionnement interne de votre entreprise va permettre d'être plus prospère. Parce que clairement, vos collaborateurs aujourd'hui, je pense, en plus dans cette situation, c'est vos meilleurs alliés. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est tous intelligents, on est tous stratèges,
on l'a dit, on a des stratégies aujourd'hui par rapport à nos motivations. Alors on est aussi tous un peu comédiens au quotidien. On peut être désobéissant et amnésique. C'est, en fin de compte, là, je vous présente les 5 caractéristiques de l'humain. Quand on fait du management, on le constate, il y a ces 5 caractéristiques. On fait avec, il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour bien travailler ensemble, pour coopérer, je pense qu'il est important de bien se connaître. Et surtout qu'en fait, par ailleurs, on évolue tous dans ce qu'on appelle un triptyque humain. On est tous aujourd'hui des consommateurs avertis. On a tous Yuka sur notre téléphone. On lit Que choisir. On regarde les avis sur TripAdvisor. On est aussi des citoyens exigeants. On aspire à plus aujourd'hui de démocratie participative. Et aujourd'hui, on est aussi des producteurs ou des collaborateurs, des salariés. Et des fois, effectivement, il peut y avoir un déséquilibre. Et je pense qu'effectivement, trouver cet équilibre peut permettre aussi de reconstruire en tout cas de réinventer l'entreprise de demain, trouver cet équilibre, parce qu'effectivement, il y a malheureusement beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas forcément à l'écoute de certaines envies, certaines exigences, certaines attentes, certaines aspirations, notamment en termes de motivation de leurs collaborateurs. Parce qu'en fin de compte, nos collaborateurs, c'est avant tout nos clients internes, c'est eux qui utilisent les processus internes, qui respectent les règles, le mode de fonctionnement, qui utilisent les outils, qui utilisent les matières premières pour produire. Et donc, du coup, c'est grâce à ça qu'ils vont créer cette valeur ajoutée. Donc, du coup, la relation de travail, dans tous les cas, c'est une forme de négociation. Et en fait, je pense, j'utilise toujours ce terme, c'est nos clients internes, parce que c'est aussi nos meilleurs prescripteurs. À un moment donné, il va se poser des questions aujourd'hui. Je pense à certaines entreprises, comme par exemple dans le numérique. Je sais que c'est très difficile de trouver des développeurs informatiques. À un moment donné, si vos collaborateurs renvoient une image de marque qui est assez négative de l'entreprise, parce que par exemple, je sais pas, il y a un mode de fonctionnement des fois un peu paternalisant, ou peut-être on manque de prise d'initiative, ou peut-être de trop, il n'y a pas assez de règles, de mode de fonctionnement. Effectivement, l'attractivité à l'externe, sur le marché extérieur, n'est pas forcément la plus favorable, mais c'est aussi les meilleurs prescripteurs par rapport à nos clients. À un moment donné, vos collaborateurs sont en lien direct avec vos clients. Et la meilleure manière de les fidéliser, c'est aussi de fidéliser vos clients, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient souriants, motivés, impliqués. Voilà. Donc en fait, le potentiel humain, ce qu'on appelle le potentiel humain, c'est l'énergie individuelle, l'énergie collective d'un groupe. C'est aussi les compétences et les comportements. Moi, j'utilise vraiment ce terme de potentiel humain. Finalement, c'est votre facteur de différenciation majeur. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue, vous choisissez entre 2 pizzerias. Clairement, vous allez choisir, même s'il y a peut-être 1 ou 2 € de plus, là où vous allez avoir un service de qualité, vous allez avoir un serveur qui est souriant, où finalement ça va aller assez vite quand même, parce que voilà, et où les produits sont de bonne qualité. Donc la différence, finalement, c'est le potentiel humain qui permet de faire tourner cette entreprise. Donc du coup, en fin de compte, je pense que le levier aujourd'hui pour permettre une organisation résiliente, donc qui puisse rebondir et se remettre en question, c'est d'arriver à aligner d'une part ses stratégies individuelles, parce qu'on le redit, l'individu est stratège dans son fonctionnement, et avec la stratégie de l'entreprise interne et externe. Donc il y a vraiment ce croisement à faire. Et pour ça, du coup, je peux vous proposer notamment une première piste. Je pense que c'est une prise de conscience collective de la situation. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a on évalue, c'est important, là, comme l'a dit Arnaud, d'évaluer l'état d'esprit des personnes qui suite à cet état de confinement, l'état d'esprit, la motivation, parce que les aspirations ont peut-être changé. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont enclenchées aujourd'hui sur des bilans de compétences, sur des réflexions, sur un recentrage sur eux-mêmes. Et c'est d'identifier, d'évaluer cette stratégie de chacun de vos collaborateurs. Donc, un entretien individuel de reprise me semble être une première étape assez essentielle et nécessaire. Et la deuxième étape, ça serait effectivement d'identifier collectivement les dysfonctionnements, les problématiques, les grains de sable qui aujourd'hui
viennent empêcher des fois l'atteinte de certains de vos objectifs et qui créent des irritants, la démotivation, hein, parce qu'aujourd'hui, rien de plus énervant que d'avoir un ordinateur qui ne fonctionne pas bien, d'avoir des règles de fonctionnement qui ne sont pas claires, d'avoir des fois des sentiments d'inéquité ou voilà. En tout cas, d'identifier ces dysfonctionnements et aussi de partager les enjeux, peut-être les difficultés de l'entreprise, les problématiques que vous posez de manière collective. Donc, c'est ça qui va permettre de créer un terrain d'action commun. Je le rappelle, le diagnostic, parce que c'est ça, une prise de conscience collective, c'est un diagnostic finalement, c'est vraiment un socle de tout projet d'amélioration, de tout projet pour se réinventer. Alors, les bénéfices de ces 2 étapes, c'est ça, c'est de faire effectivement peut-être le deuil de la situation, parce qu'il y a des personnes qui ont passé des étapes difficiles. Donc, faire le deuil, mais aussi dire à un moment donné, OK, on est passé par là, on tourne la page, là, comment on regarde vers l'avant. Permettre aussi aux collaborateurs de les rendre acteurs de l'entreprise, redonner du sens, parce que quand vous partagez les enjeux de l'entreprise, difficultés, mais aussi réussite, ça redonne du sens. Favoriser le dialogue, faire une confrontation des points de vue. Ça permet de stimuler les idées, l'innovation, de créer un climat de confiance, un sentiment d'appartenance, parce qu'on fait partie d'un collectif, on met à plat tous ensemble nos motivations et nos stratégies, mais aussi nos dysfonctionnements, et on partage sur le chemin qu'on va prendre pour aller de l'avant. Permet de partager aussi les irritants, de clarifier certains malentendus, comme l'a très bien dit Arnaud. Ça a été une période qui a permis aussi de ruminer, hein, peut-être de ruminer sur certaines choses, de créer des fois des malentendus, de créer des fois des choses qui n'ont pas été clarifiées en amont, des fois même du confinement, qui sont ressorties. Et ça permet surtout aussi de capitaliser, notamment sur des gains organisationnels qui a permis, je pense par exemple au télétravail, des gains de temps de trajet qui ont été diminués, des gains en termes d'organisation. On le lit souvent, les temps de réunion sont beaucoup plus structurés, on a un ordre du jour, c'est beaucoup plus cadré. Et aussi des gains de liberté, parce qu'il faut quand même aussi le dire, à un moment donné, je vous ai mis le lien à la fin de la présentation, il y a une philosophe qui précisait que le télétravail a aussi permis de diminuer le nécessaire besoin de représentation. Bah oui, forcément, on travaille chez nous, on a moins besoin peut-être aussi d'être dans un rôle de représentation. Voilà. En tout cas, tous ces éléments, tous ces bénéfices permettent de créer ce terrain d'action commun et contribue à pouvoir avoir un socle sur lequel on peut y travailler ensemble pour préparer la suite. Préparer la suite. Alors justement, la dernière partie de cette présentation, vous pourrez bien sûr ensuite échanger avec nos 2 experts en posant des questions plus spécifiques sur le chat. Mais sur cette dernière partie, on va justement voir quelle perspective pour réinventer potentiellement le management et tenir compte de tout ce qui s'est passé hier ou qui est en train de se passer aujourd'hui pour effectivement préparer l'avenir et se réinventer. On n'a pas forcément la prétention de réinventer le management à l'échelle interplanétaire, mais quand on pose la question aujourd'hui aux managers moi je rencontre dans des espaces de discussion, des analyses de pratiques autour de la situation actuelle, on voit quand même que pour se préparer à demain et puis pour se réinventer, il y a des choses qui ressortent de manière assez significative, notamment sur le fait qu'on ne pourra plus manager demain des clones, entre guillemets, et la crise a bien mis en évidence que chacun vit les choses de manière extrêmement différente et que ça peut inviter les managers à rentrer dans une maille un peu plus fine, une maille individuelle, dans la manière dont les collaborateurs peuvent vivre la situation. Hein. On voit bien que les managers, ce qu'ils font remonter, c'est que dans leur équipe, il y a des hypocondriaques qui ont extrêmement peur, il y a des têtes brûlées qui ne respectent pas les mesures de sécurité ou les gestes barrières.
et que il y a vraiment une nécessité ou une prise de conscience, je dirais, d'adapter son management et de le décliner à l'échelle de chacun des individus qui composent le collectif. Et puis, autre point manifeste que les managers mettent en avant, c'est que aujourd'hui, avec la question de la présence et de l'absence, on voit bien qu'un management qui consisterait à évaluer le travail sur le critère que un tel est présent à 8h30 et repart à 17h30, aujourd'hui, ça ne peut plus constituer un critère pertinent pour évaluer la qualité d'un collaborateur et du coup, de fait, reconnaître le travail de collaborateur. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui invite les managers ou pourquoi ils se préparent à se réinventer, ça va probablement tourner autour de ces deux points, de ces deux facteurs. Donc, ça, sur une entrée plutôt individuelle, liée à moi, manager, qu'est-ce qu'il faudrait que je remette en question dans mes pratiques pour demain. Après, d'un point de vue plus organisationnel, comment on peut tirer les enseignements et puis se préparer sur les objectifs de demain. Je vous présente très rapidement un outil qu'on a bricolé au niveau de la RACT Nouvelle-Aquitaine, qu'on appelle une grille d'autopositionnement croisée. Donc là, qui est toute petite, mais sur la colonne de gauche, on a des éléments du type qualité, efficacité du travail pendant la crise, la stratégie de l'entreprise pendant la crise, les relations de travail pendant la crise. Et ensuite, sur les colonnes à droite, on demande aux salariés, aux managers de poser un constat sur la situation, à savoir, si on est sur la colonne du milieu, est-ce que, ma foi, pas grand-chose a changé pendant la crise? On a réussi à maintenir la qualité, on a continué le management tel qu'il était, le travail a continué de s'organiser tel qu'il était, et là on est dans une forme de statu quo, donc ce qui est déjà pas mal, ce qui prouve que l'organisation ou le management de l'activité est plutôt robuste, ou qu'il n'a pas été mis en difficulté en lien avec cette crise. Et puis sur la colonne de gauche, plutôt des constats autour de la crise a mis en avant qu'on avait peut-être un mode d'organisation un peu fragile ou un peu rigide, et que la qualité de nos produits ou de nos services s'est dégradée, que il y a eu plus de tensions au niveau des collectifs, que en gros la stratégie de l'entreprise est pas adaptée au monde et aux mutations qu'on peut connaître. Donc, plutôt un constat de la crise a dégradé ou n'a pas été bien gérée au niveau de notre organisation. Et puis, sur la colonne de droite, plutôt des entreprises ou des visions qui consisteraient à dire malgré la crise, notre organisation de travail est relativement agile, donc on a su réinventer nos produits, notre activité, nos manières de travailler, nos manières de discuter ensemble, et ça prouve qu'on est déjà dans une forme d'agilité et qu'il faut poursuivre sur cette voie-là. Donc l'intérêt, c'est bien sûr de poser un constat et un bilan sur la situation, un bilan croisé, parce que l'intérêt, c'est comme vous le voyez sur le petit radar, c'est d'évaluer les visions communes ou les visions divergentes ou décalées que peuvent avoir des salariés et des managers. Mais au-delà de ça, c'est de se poser la question de comment on devient demain un peu plus agile et moderne quant à notre organisation. L'idée étant que là, ça s'applique à une situation de crise sanitaire, mais que demain, il peut y avoir d'autres mutations ou d'autres crises qui vont être d'ordre économique, démographique, que sais-je. Et que l'intérêt, c'est quand même de pouvoir se dire que
on est une organisation qui fait preuve d'agilité ou de souplesse dans un contexte où voilà, les mutations sont extrêmement présentes, hein, que ce soit des mutations législatives ou, comme je disais, économiques ou autres. Donc l'idée, c'est vraiment de se questionner collectivement et de se préparer demain à imaginer des modèles organisationnels ou des modèles managériaux qui soient plus agiles et qui permettent à tout le monde de ressortir peut-être grandi de ces phases-là. Alors peut-être pas sur tous les plans, peut-être pas pour tout le monde, mais de se dire que on a eu une organisation de travail et un management qui est cohérent par rapport au contexte actuel d'accélération des mutations, des changements technologiques, etc. Donc cet outil peut vous être mis à disposition. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi des compléments qui pourront être ajoutés dans les téléchargements qui seront disponibles sur le site de la Technopole. Si on résume quelques enjeux majeurs par rapport à demain et la possibilité qu'on pourrait avoir de se réinventer, c'est planifier les étapes et des actions structurées pour, voilà, dans cette phase de reprise qu'on vit actuellement. Ce qu'on répète aux entreprises, ce qui semble parfois un petit peu manquer, ce qui a pu manquer ou ce qu'il faudra être vigilant de préserver ou de garder, c'est le sens de l'effort déjà produit, donc reconnaître l'engagement de chacun, fixer des objectifs clairs pour demain, pour rassembler ces collectifs qui ont été un petit peu dispersés pendant la crise et qu'il faut refédérer. Et puis chercher à maintenir l'attractivité des conditions de travail. Alors bien sûr pour ceux qui sont présents et puis pour ceux qui sont susceptibles de venir travailler parce qu'il y a des enjeux, on le voit très bien, qui sont très forts autour de l'attractivité, notamment dans des zones où il y a une pression immobilière importante et je pense que La Rochelle fait partie de ces zones. Donc voilà quelques repères qui peuvent permettre d'instruire quelques questions pour la suite. Oui, et du coup, effectivement, pour aller dans ce sens, moi, je vous propose voilà, une deuxième piste de réflexion. C'est, comme le disait Arnaud, hein, c'est un peu de comment collectivement, en fin de compte, construire, comment collectivement passer à l'action pour se réinventer. Parce qu'effectivement, c'est intéressant de travailler ensemble pour développer l'agilité. Finalement, c'est d'arriver à impliquer l'ensemble des avis, des fois des contradictions. L'agilité, c'est aussi, hein, souvent on parle des clients. Dans l'idéal, ce serait même carrément d'aller jusqu'à interroger, impliquer les parties prenantes du processus pour pouvoir effectivement se réinventer. Alors, première étape, je proposais voilà, une prise de conscience collective. C'était un peu ce principe de se dire, on se regarde dans le miroir pour se dire, bah, ok, j'ai pris quelques kilos durant ce confinement. Et ça permet effectivement de se mettre à l'action, hein. C'est qu'en se regardant dans le miroir qu'on passe à l'action généralement. Donc il y a vraiment cette première étape. Et la deuxième étape, c'est comment on construit la suite. Donc il y a effectivement construire collectivement le plan d'action stratégique ou de reprise d'amélioration. Ça permet effectivement d'utiliser toutes les idées, ça permet de stimuler le passage à l'action, d'impliquer, de mobiliser. Il y a beaucoup de vertus à ça. Donc, deuxième étape, c'est de piloter ces actions. Alors, parce qu'effectivement, une fois qu'on a mis en place un peu cette partie diag, cette partie co-construction, ça crée des attentes et ça crée une émulation. Et c'est nécessaire pour maintenir cette énergie individuelle et collective de piloter ces actions. C'est intéressant de piloter par les compétences. Je propose après un exemple. Grâce à un dialogue notamment qui va être de qualité, grâce à aussi une concertation et une contractualisation. Donc, je parle de concertation, c'est définir bien sûr des échéances, définir des choses calées sur où on va, comment on va. Et contractualisation, c'est effectivement pourquoi pas aller jusqu'à l'entretien individuel et pourquoi pas faire contribuer davantage
les collaborateurs, on le voyait dans les slides de Arnaud, il y a une attente aujourd'hui, des fois dans certains cas, sur des primes pour des personnes qui sont allées au front, des primes d'investissement. Voilà, la question se pose aussi, c'est à un moment donné, quand on met en place des actions d'amélioration, on met en place des actions pour se réinventer, comment aussi on implique les personnes. Voilà, toute contribution égale rétribution. Donc voilà, en tout cas, ces 2 grandes étapes permettent d'aligner les stratégies et, comme on le disait, individuelles et les stratégies de l'entreprise. Parce qu'effectivement, finalement, piloter, quand on pilote ces stratégies, c'est aussi de mettre en place un dialogue de gestion, un dialogue de professionnel à professionnel. On est toujours dans ce principe de se dire, à un moment donné, on est tous intelligents, on est tous stratèges. Je reviens effectivement sur ces 2 caractéristiques qui, je trouve, sont importantes et qu'on a tendance des fois à négliger et qui permettent d'avancer, de travailler ensemble. Alors, un petit zoom sur un exemple d'une séance type de co-construction qu'on peut faire par exemple sur 2 heures avec une dizaine de personnes. Il y a une première phase qui va permettre de partager, de stimuler l'émulation, la créativité, hiérarchiser un peu les idées. Alors, il y a une première phase effectivement qui va être on va présenter la synthèse des dysfonctionnements qu'on a identifiés collectivement, donc sur la phase précédente, et les objectifs stratégiques qu'on a pour 2020, 2021, 2022. Donc, c'est intéressant de faire ça, donc, et le manager ou le dirigeant avec son équipe. Ça permet de mettre à plat un petit peu toutes les problématiques qu'on a identifiées et où c'est qu'on va. Et c'est de favoriser l'échange collectif par des questions ouvertes. Qu'en pensez-vous? De quelle manière on pourrait y aller? Comment on pourrait faire? Quelles sont les actions à mener dans ces 6 prochains mois? Donc, aller vraiment sur un principe un peu de brainstorming, recueillir toutes ces idées, ces pistes d'amélioration et pour derrière les ventiler au niveau des objectifs stratégiques de votre entreprise. La phase 2, c'est surtout aussi lors d'une réunion de co-construction, c'est d'aller sur de l'engagement, c'est de passer à l'action. Parce qu'en fait, malheureusement, il y a beaucoup de séances de co-construction. On va sur la construction un peu d'un plan d'action commun, mais ensuite, on ne prend pas d'engagement, on ne prend pas d'action derrière. Parce que pour passer à l'action, il faut effectivement que l'activité et l'action soient mises dans l'agenda de manière claire et qu'elles soient partagées, que ça responsabilise aussi. Donc voilà, donc cette deuxième phase, c'est d'identifier les porteurs de ces réussites rapides, parce qu'il y a forcément des réussites rapides qui peuvent être mises en place, d'identifier des volontaires pour peut-être mener des projets d'action un peu à plus long terme, de s'accorder sur un premier planning, comme je disais, et de réaliser une fiche de résolution en fin de séance pour acter ce qui a été décidé. Donc c'est un peu ce principe de co-construction pour enclencher sur le passage à l'action réellement. Donc, juste pour donner un exemple sur notamment ce dernier bloc où je disais, c'est important de piloter ces actions ensuite dans la durée pour que si vous réinventez, si vous essayez d'améliorer, d'ajuster, de vous adapter à des contraintes futures, c'est important en fin de compte de piloter ces actions sur le long terme. Là, je prends un exemple d'un dysfonctionnement qui a été identifié par exemple par monsieur C, monsieur collaborateur. Dès qu'un chantier est terminé, on passe souvent au suivant sans prendre le temps d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est par exemple un exemple de problématique d'irritant. Des fois, c'est un irritant dans les équipes. C'est des choses que, par exemple, j'ai un verbatim que j'entends régulièrement quand je fais le diagnostic. Et cette personne-là propose, pourquoi pas, on pourrait organiser des réunions REX en fin de chantier. Alors, c'est une idée qui, en plus, a plusieurs bénéfices multiples. Ça va permettre effectivement, si on met en place vraiment des réunions REX en fin de chantier, ça va permettre de mettre en place une veille client, de capitaliser, de remonter de l'information. Ça permet de partager aussi autour de bonnes pratiques. Et en plus, ça permet de stimuler de nouvelles idées, avec des nouvelles. Donc ça crée en fin de compte un cercle vertueux d'innovation finalement. Donc l'idée, c'est de se dire à un moment donné, j'ai une personne qui identifie un dysfonctionnement qui en plus a une idée, go, c'est au manager aujourd'hui d'encourager cette initiative, de l'accompagner. Donc quand on dit accompagner, c'est transpirer avec, c'est-à-dire c'est un petit peu l'accompagner, lui donner les moyens, lui donner le temps nécessaire pour mettre un peu en place cette action, d'essayer
en fait, cette personne-là va sortir de sa zone de confort. C'est peut-être une personne, comme je disais, c'est son profil là, c'est une personne qui a une ancienneté de 3 ans, qui est assistant administratif, qui est assez impliqué, organisé, pédagogue, qui a une aisance relationnelle, mais qui ne sait pas forcément son champ de compétences aujourd'hui d'animer une réunion. Et donc, effectivement, avec un accompagnement réellement du manager sur cette action-là bien précise, en plus d'une action que la personne propose, donc ça veut dire qu'elle a envie de le faire, c'est une aspiration. Donc, on joue sur le levier de motivation, hein, on revient sur nos leviers de motivation. Ça, c'est une personne peut-être qui a un levier de motivation qui va être un peu, comme on dit, la compétence managériale, qui va avoir envie peut-être de la pédagogie, un peu d'animation de réunion. En fin de compte, au bout de 6 mois, si effectivement on met en place cette idée, au bout de 6 mois, cette personne va développer de nouvelles compétences d'animation de réunion. Elle va maîtriser peut-être mieux le cœur de métier de votre activité, parce que peut-être qu'elle n'est pas sur votre cœur de métier, mais elle est peut-être un peu à côté. Elle va lui permettre aussi de mieux maîtriser le processus client. Et pourquoi pas, on peut imaginer une évolution sur un autre poste, qui peut correspondre aussi à vos objectifs stratégiques. Car finalement, vos objectifs stratégiques, là, si on se dit, vous avez défini, vous avez identifié vos objectifs stratégiques à 3 ans, c'est à fidéliser mes clients actuels. C'est une vraie problématique. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont cette crainte avec cette crise. Aujourd'hui, c'est de fidéliser les clients actuels, peut-être proposer une nouvelle gamme, on va dire prestige, et accroître notre marge. On va dire, c'est 3 objectifs stratégiques qu'on entend régulièrement en cette phase. Du coup, effectivement, ce type d'idée, donc c'est une idée, mais avec tout l'ensemble de vos collaborateurs qui foisonnent d'idées, hein, on dit souvent les entreprises sont des cimetières de bonnes idées, malheureusement. Avec toutes ces idées, effectivement, cette bonne idée va permettre, bien sûr, peut-être de réfléchir sur le processus client. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une manière d'améliorer les délais, d'améliorer les jalons, d'améliorer les transactions externes pour justement améliorer le temps ou en tout cas les différents flux clients. Ça permet aussi peut-être de fidéliser parce que finalement, lors de cette réunion, il y a peut-être quelqu'un qui va donner l'idée, tiens, on pourrait faire un appel sortant pour évaluer la satisfaction client. Voilà, ça permet aussi, à quelque part, de faire monter en compétence une personne, mais peut-être aussi plusieurs personnes, et pour justement commencer à travailler sur la gamme suivante. Donc effectivement, dans un peu ce schéma, j'ai envie de dire, piloter les actions de développement par les compétences, c'est gagnant-gagnant en fin de compte. C'est d'arriver en fin de compte à écouter les aspirations de vos collaborateurs, mais aussi écouter leurs idées et leurs envies de faire avancer, parce que comme on le disait, on est quand même dans une situation assez exceptionnelle aujourd'hui on a tous vécu la même situation, on se pose tous les mêmes questions et on est tous dans le même bateau. Donc, c'est effectivement écouter ces attentes, mais aussi ces idées, les accompagner à mettre en œuvre certaines idées d'amélioration qui permettent réellement d'avoir des bénéfices, permet aussi de rentrer de nouveau dans une nouvelle dynamique, de nouvelles actions de développement qui peuvent être mises en œuvre, avec effectivement un manager qui va pouvoir faire améliorer ses compétences et grâce à un pilotage aussi de ces actions avec un portefeuille de nouvelles actions d'amélioration qui permettent de répondre aux objectifs stratégiques que vous avez identifiés pour les prochaines années. Donc voilà un petit exemple un peu un cas d'école plutôt général pour, j'espère, vous donner quelques éléments pour comprendre ce que j'entends par piloter les actions par les compétences. Donc voilà, cette partie-là. Eh bien, merci à tous les deux. Comme d'habitude, place à vos questions maintenant, chers auditeurs, sachant que voilà, vous avez très certainement soit vécu des choses, soit une envie de partager ou des besoins de réponse, en tout cas, sur des problématiques sur lesquelles aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément bien calibré, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Là, pendant la présentation, je n'en ai pas vu apparaître. J'ai juste vu une petite remarque de Bérangère qui a marqué à un moment donné « L'humain réduit à 5 caractéristiques ».
Merci beaucoup pour cette remarque, je trouve ça très très bien, effectivement. Justement, Gilles Ouais. se demande si on peut revenir sur ces 5 caractéristiques. Alors, non, mais j'adore parce que du coup, moi, je suis vraiment, en plus, je me suis un peu inscrit en faux avec, vous savez, vous connaissez les modèles type Herman, avec la préférence cérébrale, plutôt créatif, méthodologue, etc., les tests de personnalité, les Big Five, etc., etc. Mais pour revenir sur ces 5 caractéristiques, moi, c'est quelque chose, que j'ai constaté, 2, qui font l'objet d'études scientifiques, c'est assez intéressant. Et effectivement, les 5 caractéristiques, pour les redire, c'est, on est tous aujourd'hui intelligents, on a tous un niveau de formation, d'information, etc. On est tous stratèges. Bah, effectivement, on a soit une stratégie aujourd'hui d'équilibrer notre vie pro, vie perso, soit une stratégie d'accroître nos compétences, l'excellence. On a beaucoup de salariés dans nos équipes qui voilà, l'excellence, mais il y a aussi l'utilité, on en a parlé. Il y a plusieurs stratégies qui font que ça satisfait un sentiment de réalisation. Pour les 3 autres, effectivement, la troisième, si on est tous un peu comédiens, on l'a dit, Arnaud l'a dit, il y a un peu le côté des fois un peu hypochondriaque, il peut y avoir un peu on est tous comédiens parce que pour arriver à nos fins, on utilise des fois des jeux de rôle. Enfin voilà, on a tous un rôle parce qu'aujourd'hui, quand on est dans une entreprise, quand on a le rôle de manager, on joue un rôle de manager. Mais effectivement, on a nos actions et nos prises d'initiative sont liées par rapport aussi à notre rôle. On est tous aussi à un moment donné désobéissants. Bah oui, c'est par définition, on n'obéit pas forcément tous aux règles, et heureusement, parce que des fois, il y a certaines règles qui ne sont pas adaptées ou qu'il faut contourner. Et effectivement, je dis, on est tous un peu amnésiques parce qu'effectivement, comme on dit, répéter fixe la notion. Il y a nécessairement besoin, des fois, on choisit ce qu'on retient. Donc voilà, si vous voulez, ces 5 caractéristiques, je les ai utilisées parce que moi, en tant que manager, je les ai beaucoup constatées. Et j'ai envie de dire, c'est un fait, on ne peut pas aller à l'encontre. Une fois qu'on l'a en tête, on ne cherche plus à se dire, ah là là, celui-là, il me l'a fait à l'envers, oh là là, non, c'est comme ça. C'est comme ça. À côté de ça, il est hyper intelligent, il peut apporter plein de choses à l'entreprise. Et la question, c'est de se poser, qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui? Voilà. Ok, merci. Arnaud, tu souhaites ajouter quelque chose à cette réponse ou... Non, c'était parfait. Peut-être à aborder la conclusion. Je vois qu'il nous reste 3 Oui, minutes. exactement. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, on va pouvoir un peu conclure enfin un peu. Arnaud, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous recitiez un petit peu les services de l'ARACT pour les entreprises. Lorsqu'on s'est rencontrés, en fait, vous m'avez un petit peu explicité ce que vous aviez mis en place pendant le confinement. Donc, on a vu là la grille effectivement d'auto-positionnement croisée qui est fort intéressante. Qu'est-ce que vous apportez en termes d'autres services potentiellement? Alors là, sur ce qu'on a appelé l'offre de service à chaud, il y a eu effectivement cette grille de bilan ou d'autopositionnement croisé pour instruire un premier dialogue ou retour d'expérience sur la situation. On a aussi développé un outil de sondage à la carte pour que les employeurs puissent garder du lien et puis avoir une vision de comment vont les salariés, y compris ceux en télétravail, y compris ceux qui sont en situation de chômage partiel, donc pour garder du lien avec les troupes, je dirais, et puis des espaces de discussion à destination des managers pour qu'ils puissent échanger entre eux autour de leurs problématiques, leurs difficultés. Donc ça a été pour l'offre de services qu'on peut qualifier de HO. Aujourd'hui, il y a une offre de services nationale qui est disponible sur le site de l'ANACT et du ministère du Travail à destination des entreprises pour un accompagnement flash, entre guillemets, sur tirer les enseignements de la période et puis se projeter. Donc là, toutes les informations sont disponibles directement sur le ministère du Travail.
Donc voilà pour les services. Après, en guise de conclusion, moi je voudrais être très, très synthétique et très simple, quitte à simplifier un peu le propos. C'est-à-dire que par rapport à spécifiquement la question du télétravail, et pour mieux manager demain en télétravail, il y a deux choses qui nous paraissent au niveau du réseau indispensables. C'est de peut-être moins raisonner par poste et plus raisonner en termes d'activités qui peuvent être plus ou moins télétravaillables. Mais on voit bien que la maille de réflexion au niveau du poste n'est peut-être plus pertinente ou moins pertinente aujourd'hui. Et puis ensuite de se recentrer sur un management par objectif. Parce que compter si toute l'équipe est présente de 8h30 à 17h30, on voit bien que c'est plus un critère qui peut tenir avec ces nouvelles modalités d'organisation. Et puis ensuite, d'un point de vue plus général et qui dépasserait le télétravail, je dirais qu'il faut s'appuyer sur les fondamentaux de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire expérimenter, qu'on ait un projet de mettre en place le télétravail ou d'animation des réunions qui seraient des animations tournantes. Donc expérimenter, tirer les enseignements et puis s'adapter, être plus agile pour conduire les changements dans les entreprises. Donc voilà principalement ce qu'on pourrait mettre en avant en guise de conclusion, en tout cas de mon côté. Rebecca, peut-être aussi une conclusion et des conseils? Du coup, je pense que moi, je partage parfaitement ce que Arnaud a dit. Effectivement, je pense que le management par mission et par action est une solution pour demain, pour permettre effectivement, c'est une adaptation finalement à chaque personne, chaque problématique. Et je pense que c'est nécessaire d'oublier un peu ce fonctionnement par poste, parce que ce n'est plus adapté aujourd'hui à notre mode de fonctionnement. Ensuite, effectivement, le deuxième, ce serait vraiment, je pense, l'écoute. C'est indispensable aujourd'hui, je pense, de prendre le temps là d'écouter. C'est vrai que l'activité va peut-être reprendre, il y a beaucoup de craintes, mais je pense que voilà, le temps que vous prenez peut-être avec chacun de vos collaborateurs, même si c'est 1 heure, 1 heure et demie, c'est du temps de gagner pour après. Et 3, j'ai envie de dire, c'est aussi de créer du collectif. Un des leviers essentiels pour tout le monde, c'est la camaraderie. On se rend compte que cette période-là nous a beaucoup éloignés les uns et les autres quand même, en étant confinés. Et je pense qu'une première étape de recréer du lien collectif, que ce soit effectivement autour de la stratégie d'entreprise, que ce soit autour des améliorations, de la continuité en fait de l'activité. Dans tous les cas, c'est de recréer en tout cas des temps collectifs. Je pense que c'est essentiel. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je n'ai pas vu de questions arriver. De toute façon, voilà, les 1 heure sont passées assez vite en votre compagnie. Comme d'habitude, donc Damien vous a mis le lien pour télécharger le PDF de la présentation dans le chat. Pour notre prochain webinaire, nous n'avons pas encore arrêté ni de date ni de sujet, car on va faire une petite pause pour envoyer un questionnaire à l'ensemble des gens qui ont participé à ce webinaire pour savoir comment on définit la suite ensemble. Voilà, nous aussi, on va faire du participatif, c'est-à-dire que aujourd'hui, il est temps de faire une pause et il est temps effectivement de voir quels sont les besoins et comment nous, on va y répondre au mieux parce que les webinaires, bien sûr, continueront dans tous les cas. Eh bien, merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Rebecca. Je suis sûre que vous êtes de toute façon à disposition de l'ensemble des personnes pour répondre après à leurs questions, sachant qu'on a vos coordonnées sur la présentation si on souhaite rentrer en contact avec vous. Merci, au revoir. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée.